Inspiration. Aujourd'hui, nous parlons d'un loup. Non pas du grand méchant loup des contes, mais plutôt d'un chien-loup, dont l'histoire est partagée entre découverte, peur, violence brutale et une forme de quête vers la paix intérieure. Bienvenue à tous, c'est Jules. L'ouvrage du jour, vous l'avez lu dans le titre, c'est Cro-Blanc, un roman paru pour la toute première fois en 1906 qui a été écrit par Jack London. Lui-même était un auteur américain pour qui la littérature et les voyages ont été les moyens de s'échapper d'une vie faite pour partie de misère et de nombreux petits boulots difficiles. Jack London a été plutôt prolifique dans ses écrits car il est l'auteur de près d'une cinquantaine de romans et nouvelles. Il est connu pour plusieurs ouvrages, dont L'appel de la forêt, Martin Eden qui s'inspire de sa vie, ou encore Cro-Blanc dont nous parlons aujourd'hui. Le roman, Cro-Blanc, s'ouvre sur le Wild. C'est une région qui est tout au nord des États-Unis, dont les caractéristiques principales sont un froid glacial et de la neige à perte de vue. Un environnement hostile par essence, où seules règnent les lois de la nature, avec un N majuscule. Le décor est planté, et l'omniprésence du danger est renforcée par le titre de ce premier chapitre, La piste de la viande. Le sentiment d'oppression, dans ce grand vide, est aussi accentué par la situation décrite, celle de deux hommes qui dirigent un traîneau portant un cercueil à travers les terres impitoyables du Grand Nord. Évidemment, à un moment, des loups vont prendre place dans ce grand tableau. Et progressivement, le point de vue du narrateur commencera à se focaliser sur celui de notre nouveau personnage principal, en l'occurrence l'animal, et plus précisément une louve, Kitché, qui deviendra la mère de Cro-Blanc, qui lui naîtra au chapitre 5. Giflé par la famine qui s'impose, Cro-Blanc sera le seul survivant de la portée. La petite enfance de Cro-Blanc est le temps des premiers apprentissages, le temps de la découverte du monde. Je cite, « C'était le début de ces généralisations sur le monde, aux actes automatiques succédait la connaissance des causes. » A priori, il n'y a ni Dieu ni maître, et j'utilise volontairement cette devise anarchiste, donc vous comprendrez le double sens par la suite. Le louveteau vit en dehors de toute autorité, ou presque. Il reste soumis à la nature, à sa nature, mais conserve un désir de liberté absolue. Ce désir du voyage, ce désir d'étendre les frontières de son territoire. Il découvre les lois de la nature, il découvre qu'il a le pouvoir sur certains animaux. Il découvre que, dans le wild, c'est manger ou être mangé. Il fera sa première bataille contre un autre animal, c'est, comme l'indique le titre du chapitre 8, la loi de la viande. Sa première rencontre avec l'homme se fait plutôt par hasard, alors qu'il est égaré au détour de l'une de ses explorations du wild. Cro-Blanc tombe sur, au chapitre 9, les faiseurs de feu. Et cette rencontre, elle est assez particulière parce que des instincts enfouis en lui se réveillent. Il est irrésistiblement attiré et lorsqu'on le touche, il est impérieusement soumis à la volonté des faiseurs de feu, plus ou moins malgré lui. Mais l'usage de la force n'occulte en rien ce comportement instinctif d'aller vers l'homme et qui est intrinsèque à sa nature. On comprend alors que Cro-Blanc a du sang de chien. Dans ce chapitre, c'est également la première fois qu'il est fait mention de cette caractéristique physique qui deviendra son nom. Je cite, « Ses crocs sont blancs, et Cro-Blanc doit être son nom. J'ai parlé, c'est mon chien. » L'homme qui vient de parler, c'est Castor Gris, un Indien qui deviendra, vous l'aurez compris, le premier maître de Cro-Blanc. En observant les actions de celui qui est devenu son maître, Cro-Blanc découvre le pouvoir de domination de l'homme via la nature et sur la nature. Et ce que découvre Cro-Blanc, c'est que les hommes sont arrachés à leur animalité par la maîtrise du feu. C'est ce qui a permis leur évolution, c'est ce qui permet leur domination. Ce qui est amusant, c'est que l'homme n'a pas besoin d'un Prométhée. L'homme maîtrise le feu, l'homme fait le feu. Et s'il n'y a pas de Prométhée, alors c'est que les hommes sont des dieux. Je cite, « Ils étaient des faiseurs de feu, ils étaient des dieux. »
Par rayonnement, Cro-Blanc est en partie arraché à l'animalité. Il s'humanise pour la première fois à travers un prénom et se civilise au sein d'un collectif en œuvrant pour son maître, notamment par son rôle de chien de traîneau. Il sera en tête car il est plus fort, il est plus vaillant. Il apprend par la correction, par la force, mais l'animal sauvage reste visible lorsqu'il se bat avec les chiens présents dans le camp. Les chiens le considèrent en effet comme étant une menace traître à son espèce. Il n'est ni tout à fait chien, ni tout à fait loup. On a donc un louveteau pour qui la liberté, la quête de liberté était essentielle, qui de ni Dieu ni maître passe à Dieu et maître. Cela va même plus loin car il se résoudra même à aller à la servitude. C'est d'ailleurs le titre du chapitre 10. Et je cite, « C'était en effet le souci de sa destinée, remis en d'autres mains, un refuge pour les responsabilités de l'existence. Et cela constituait une compensation, car il est toujours plus aisé d'appuyer sa vie sur un autre que de vivre seul. » Cette soumission, cette servitude face à l'homme, est d'une part imprimée dans ses gènes, car il a du sang de chien, mais volontaire également. Et on pense ici à la philosophie et en particulier à Étienne de la Boétie, qui dira dans son discours de la servitude volontaire « Soyez résolus de ne plus servir, et vous voilà libre. » Cro-Blanc trouve donc son compte dans sa situation, une forme de liberté dans la soumission, car le louveteau n'aurait qu'à se résoudre à partir tout simplement, d'autant plus que, étant plutôt jeune, il n'est pas systématiquement contraint par les chaînes. Et ironiquement, lorsqu'il s'échappera et se retrouvera de nouveau confronté à la difficile vie sauvage, ses velléités de forêt, de nature vont très vite s'effondrer et il fera tout pour retourner sur la piste des dieux, retourner à ses chaînes invisibles, retourner à sa servitude volontaire. Je vous passe quelques événements bien sûr. On arrive maintenant dans une période où Cro-Blanc est âgé de déjà 5 ans. Il se retrouve dans le Yukon car Castor Gris a flairé le bon filon. Il va faire du commerce avec les chasseurs d'or de la région. À ce moment, le chien-loup Cro-Blanc attire l'attention de celui qui deviendra son deuxième maître, Beauty Smith, un cuisinier qui est laid de corps et d'âme, d'où le jeu de mots bien sûr sur son nom-surnom. C'est un personnage qui est vil, cruel, terrible, ce sera le dieu fou. À l'image de ce qu'il incarne, ce personnage va mettre en place une odieuse manipulation. Il va rendre progressivement Castor Gris dépendant du whisky et va le ruiner, il va le saigner à bout jusqu'à ce que la dernière monnaie d'échange qu'il possède soit ce qui intéressait le plus Beauty Smith au départ, Cro-Blanc. Et c'est ainsi que Cro-Blanc devient la propriété d'un animal lui-même, Beauty Smith. Cro-Blanc, qui est déjà sauvage par nature, va se voir infliger des maltraitances et tout un tas de situations particulièrement humiliantes pour renforcer une agressivité native. Le but est simple, arriver au comble de la brutalité pour remporter tous les combats de chiens auxquels Cro-Blanc est réduit par son nouveau maître. Et il y arrive. Je cite, « Il était magnifiquement terrible. » Alors évidemment, Cro-Blanc vit l'horreur, et tout cela développe en lui une crainte, une méfiance, une haine de tous les instants. Je vous lis le début du chapitre 17, intitulé « Le règne de la haine ». Sous la tutelle du dieu fou, Cro-Blanc devint à son tour un être vraiment diabolique. Il était tenu enchaîné dans un enclos situé derrière le fort et où Beauty Smith venait l'agacer, l'irriter et le repousser vers l'état sauvage par toutes sortes de menus tourments. L'homme avait découvert l'irritation spontanée du jeune loup dès que celui-ci voyait rire de lui et il ne manquait pas à cet amusement qui faisait toujours suite à ses traitements inhumains. C'était un rire sonore et méprisant, à grands éclats et, tout en riant, le dieu tendait ses doigts vers Cro-Blanc en signe de dérision. Dans ces moments, Cro-Blanc sentait sa raison s'en aller. Dans les transports de rage auxquels il s'abandonnait, il devenait plus fou que Beauty Smith lui-même. Cro-Blanc avait été hier l'ennemi de sa race. Il devenait maintenant, avec une férocité encore accrue, l'ennemi de tout ce qui l'entourait. Sa haine était aveugle et sans la moindre étincelle de raison. Il haïssait la chaîne qui l'attachait, le passant qui l'épiait à travers les barreaux de son enclos, le chien qui accompagnait ce passant et qui grondait méchamment en insultant à son malheur. Il haïssait les matériaux de l'enclos qui l'emprisonnaient et bientôt, par-dessus tout, il prit en haine Beauty Smith.
Mais cette violence, elle est malheureusement essentielle pour Cro-Blanc, puisqu'il a été mis dans un environnement absolument impitoyable, et cette violence-là, c'est celle de sa survie. Elle est moteur d'évolution, forçant Cro-Blanc à devenir certes beaucoup plus mauvais, mais aussi plus fort et plus stratège. Lors d'un combat qui est particulièrement compliqué pour Cro-Blanc, où on se dit que peut-être c'est la fin, il y a un rebondissement, et un nouveau personnage d'une importance particulière entre en scène. C'est Weedon Scott, qui mettra fin au combat et sauvera le loup. Alors au départ, le contact entre Scott et le loup est très compliqué. On a une véritable opposition entre Cro-Blanc, ce qu'il est et ce qu'il a appris à être, à savoir le sauvage à l'état pur, versus un ingénieur des mines considéré comme quelqu'un d'important, raffiné, cultivé, ayant une certaine situation. On a donc un choc entre les deux mondes. Et c'est forcément difficile, au départ, se pose la question de si oui ou non il faut abattre ce loup, alors même qu'il a été sauvé d'une situation plus que précaire. Et cela pour une raison assez simple, il est particulièrement agressif, il semble indomptable. Après réflexion, charmé par l'intelligence de Cro-Blanc, on s'y refuse, et progressivement, petit à petit, le contact arrive à se faire, à se créer. Alors bien évidemment, il y a un tas de rebondissements, Cro-Blanc est très compliqué à gérer, mais avec des adaptations, au fur et à mesure, cela se fait. À terme, Cro-Blanc, l'incarnation de la nature sauvage, lui qui venait de la terre du Grand Nord qu'est le Wild, finira même par vivre chez son nouveau maître, le troisième, dans la terre du Sud, au sein du domaine qu'il possède, le domaine du Dieu, tel qu'est nommé le chapitre 23. Intéressant d'ailleurs comme nom, car lorsqu'on reprend la référence à la mythologie, le propriétaire du domaine des dieux reste le dieu au-dessus des dieux. Et c'est ce que représente finalement Scott en tant qu'humain pour Cro-Blanc. Et ce qui est également assez captivant, c'est de voir comment Cro-Blanc va comprendre les interactions avec ce maître, comment il va se les approprier et comment son comportement va progressivement changer. Finalement, ce maître-là devient le trésor parmi les hommes en devenant le maître de l'amour pour lequel Cro-Blanc ronronnera même. Cro-Blanc rendra évidemment cet amour tout au long de sa vie, offrant à l'homme qui l'a considéré, qui l'a protégé, une loyauté à toute épreuve, et il deviendra le loup béni. On aura eu une vraie transformation de notre chien-loup qui incarnait au départ la violence primitive nécessaire à la survie, miroir de la brutalité de l'âme humaine, mais qui progressivement va parvenir à créer un lien émotionnel et à transcender d'une certaine façon sa propre situation animale pour ressentir de l'amour. Quelques remarques plus généralement sur la forme. Le personnage principal, celui sur lequel on se focalise, c'est un animal. Alors il y a bien sûr une structure, un caractère, une épaisseur derrière ce personnage, mais ça reste un animal qui va être humanisé progressivement, comme je l'ai évoqué un petit peu plus haut. Ça reste un animal, et pour les personnes qui ne sont pas particulièrement à l'aise avec cette idée, ça peut être un petit peu moins évident d'entrer dans l'histoire du roman. Un autre sujet dans la continuité, c'est la place du dialogue. Le personnage principal est un animal, je me répète, et donc il ne parle pas. Au début du roman, lors de la mise en place du cadre, de l'environnement, du wild, avec la situation que je vous décrivais en intro, il y a quelques personnages humains, et donc certains passages de dialogue bien évidemment. Mais à ce moment-là, le vrai personnage de l'histoire, c'est quand même le grand froid du wild, c'est la brutalité, c'est la nature à l'état brut. Donc les quelques dialogues qu'il y a vont rapidement disparaître, et les vrais dialogues, si je puis les appeler comme ça, c'est-à-dire entre des personnages qui échangent, qui vont parler proprement dit, ne reviendront que dans le dernier quart du roman, qui est d'ailleurs le moment évidemment de l'arrivée de Scott, le dernier maître de Cro-Blanc, et qui prend une place particulière dans la vie de notre personnage. Il faut donc être prêt à lire une histoire avec peu de dialogue, beaucoup de descriptifs, mais qui pour autant n'est pas avare en péripéties et rebondissements, je vous rassure. Cela étant dit, pour des personnes qui ont besoin que ça piapiate beaucoup, je peux entendre que ça peut être surprenant au départ et ce sera peut-être pas le roman à lire pour vous. Un dernier point plus sur le style, on a un niveau de langue qui est parfois assez direct, parfois cru, surtout dans les scènes un peu plus violentes, mais le ton reste juste, le ton reste le bon. Et cela permet d'illustrer une violence intrinsèque à la nature.
En termes stylistiques, on a des phrases qui sont belles, qui font plaisir à entendre et à lire, avec un vocabulaire qui est riche, sans être ostentatoire, sans être dans l'excès, avec une utilisation des temps qui est multiple et juste. En bref, on a une belle écriture avec un vrai style et c'est vrai que ça fait plaisir de pouvoir lire ça pour ceux qui aiment la langue au sens large. En conclusion, Cro-Blanc c'est quand même un super livre et pour plusieurs raisons. À travers Cro-Blanc, c'est la nature qui nous est offerte comme personnage et c'est lié évidemment à l'expérience de voyageur de Jack London. De la même façon, on voit à travers Cro-Blanc une évolution en termes d'apprentissage et d'intelligence. Il était un simple louveteau qui réagissait à des stimuli en ayant peur. Il a créé son interprétation du monde, son mode de fonctionnement, en réaction à tout ça, et progressivement, il développe une adaptation réelle aux situations qu'il rencontre, à travers l'émotion, à travers l'amour qu'il porte à son maître. À travers ce parcours et cette évolution, qui fait écho à l'expérience de l'auteur dans le Klondike avec les chercheurs d'or, on a une opposition entre le monde sauvage, brutal, cru, guidé par l'instinct, et le monde civilisé, ici incarné par certains personnages qui font preuve d'humanité, d'amour à l'égard d'autrui. Et enfin, ce roman, c'est celui d'un parcours intérieur, je l'ai déjà dit également, celui d'un animal qui découvre les dures lois naturelles, mais qui découvre aussi la possibilité d'arriver à une certaine forme de plénitude lorsque notre héros, Cro-Blanc, décide de s'abandonner à l'homme. Merci de m'avoir écouté, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous encourage très fortement à nous mettre les 5 étoiles, en particulier sur les plateformes comme Apple Podcast. Ça permet de nous référencer, c'est un geste gratuit et rapide qui nous soutient énormément pour que nos épisodes soient de plus en plus écoutés. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, et autrement, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode d'Inspiration. Inspiration.